Mes auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition du Dialogue avec, la première de 2026. D'abord, je souhaite à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes une heureuse année 2026. Que cette année puisse sourire à tous, puisque c'est le vœu que nous pouvons faire pour vous. Et j'espère que vous aussi, vous serez heureux d'être avec nous et de passer ce temps ensemble. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, évidemment, comme vous savez. C'est presque toute l'équipe qui sera là aujourd'hui. Et déjà, euh, comme vous le savez, c'est notre présentatrice vedette que nous avons. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir Padre. Bonne année. Et bonne année à toi aussi, sinon ça va. Ça va super et bonne année à tous nos internautes, en tout cas ceux qui nous suivent en direct et puis bon, ceux qui ne nous suivent pas non plus. Hein. Bonne année à tout le monde. Merci, je suis contente d'être là. Voilà, en tout cas, moi aussi, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Et d'un moment à l'autre, il y a un autre membre qui va euh, se joindre à nous. Hein, nous allons le présenter d'un moment à l'autre. Question d'un peu de patience. Et vous avez vu dans nos annonces, ce que nous avons affiché, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour la première fois dans Dialogue avec un invité qui est un homme bien connu. C'est celui que vous allez voir, Maître Chris Chemati. Alors, bonsoir, Maître. Bonsoir mon père, j'espère que vous allez Voilà. bien. Voilà, en tout cas, de mon côté, je veux bien, hein, je pense aussi pour vous. Et donc, Oui, bienvenue à notre émission. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Et nous allons merci. passer plus ou moins 1 heure avec vous et ça sera vraiment avec un grand plaisir d'avoir un homme de droit, de loi. C'était, c'était un avocat, un maître. Et nous allons le découvrir encore davantage. Il est évidemment une personne publique, puisque les avocats exercent une fonction publique. Vous allez encore le connaître davantage dans cette émission. On l'avait raté une fois, puisqu'il y avait Oui. beaucoup d'intervenants. Mhm. Et comme le maximum était atteint, qu'on devait changer, il n'a pas pu participer à l'émission. Je me rappelle encore ça, hein, je ne me suis pas trompé, je crois, maître, c'était ça, non? Exactement, exactement, mon père. Et voilà. Alors, en tout cas, bienvenue à cette émission. Nous allons Merci. déjà commencer. Il y a un autre membre qui va bientôt arriver. Vous allez le découvrir. C'est un peu comme les censeurs de notre émission. Yves Kacha, il va bientôt venir et il nous suit déjà euh, là où il est. Et alors, je donne déjà la parole pour commencer à Patricia. Merci. Alors bonsoir Chris. Bonsoir Ouais, Patricia. bonsoir. Ben, Chris, on se connaît depuis Kinshasa, donc je sais pas si je dois te vous voyer ou te tutoyer, mais je sais pas, c'est comme tu es à l'aise. Dis-moi. Oh non, on peut se tutoyer, il n'y a aucun problème, hein. Merci, ok, ça va. Bah écoute, on est très content de te recevoir aujourd'hui et en fait dans Dialogue avec, on a un petit rituel qu'on fait, donc on demande à nos invités de se présenter, hein, de faire juste un petit résumé de parcours scolaire et puis universitaire, etc. Et puis jusqu'à à la partie où la partie professionnelle. Donc c'est quelques minutes et donc on vous donne le micro pour pouvoir vous présenter aux éditeurs. D'accord, merci beaucoup. Je dois avouer que c'est un exercice difficile que de parler de soi-même, mais je vais être très bref. Comme vous l'avez dit, je suis Chris Chemati. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai donc étudié à Kinshasa, l'école maternelle à Massamba. J'ai obtenu mon diplôme d'État, jusqu'à mon diplôme d'État à l'école Massamba Limité, donc j'ai grandi à Limité. J'ai fait des études littéraires. Après mes études littéraires, je suis allé à la fac de droit, mais je dois faire peut-être
en récap, ma vocation pour le droit est née, je pense, quand j'avais 5 ans. Je regardais une série, je sais pas, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette série, Perry Mason. Il y avait un juge américain qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait beaucoup de charisme, mais qui incarnait l'ordre, la discipline et la loi même. Et quand j'étais petit, je me disais, je vais être comme cet homme. Donc, tout petit, je voulais déjà devenir juge, maître de l'ordre et incarner une certaine idée de la discipline de l'État. Mais en grandissant, comme je vous ai dit, j'ai fait des études littéraires aux humanités en sixième. Je suis entré un peu avant, mais tout en sixième, en contact avec un personnage comme Cicéron, qui était avocat. Donc, déjà, c'était l'âge où on rêvait de beaucoup de choses. Je m'étais dit, ah, mais moi, je veux devenir aussi avocat. Donc, de là, je suis allé directement à la fac de droit, par vocation, je dois le souligner. Je n'ai jamais hésité ou douté de ma vocation. Je suis directement allé à la fac de droit à l'université protestante au Congo de 2005 à 2010. Donc, j'ai fait 5 années de droit. J'ai fait droit public. Mais là, particulièrement, je me suis intéressé au droit constitutionnel. Au droit constitutionnel, j'ai acquis d'excellentes bases. Mais au sortir de l'université quand même, parce que là, je dois parler aussi de mes compétences juridiques qui reposent plus ou moins sur un triptyque. Au sortir de l'université, j'ai représenté celle-ci à un concours de droit international humanitaire ou droit des conflits armés. Et là, j'ai pris goût aussi, à apprendre cette discipline qui est très passionnante et surtout par rapport au contexte congolais. Donc, j'ai commencé à lire, à me documenter sur le droit de conflits armés. Je suis devenu coach des générations un peu plus, des générations qui étaient derrière moi, d'étudiants. On a gagné quelques concours au Rwanda, il faut qu'on se le dise. En 2015, j'étais à Kigali, on a gagné un concours là-bas avec d'autres universités congolaises et de la sous-région. On est revenu, on a gagné un autre concours. Donc, ça construit plus ou moins mon deuxième bloc de compétences. Donc, il y a le droit constitutionnel, droit des conflits armés. Et puis, quand je suis allé, en 2013 déjà, pour revenir encore, excusez, peut-être il y aura Non, mais il y a pas de souci. Hein. Vous prenez votre temps, même si vous faites des retours en arrière, il n'y a pas de problème. Exactement. Ouais. Parce que la méthodologie, c'est d'expliquer plus ou moins les itinéraires qui font ce triptyque-là en termes de compétences. Et en Exact. 2013, quand même, avant ça, avant 2015, avant les concours et tout, je suis devenu avocat et j'intègre un cabinet qui pratique essentiellement le droit des affaires. Vraiment, le droit des affaires, on défendait que les sociétés. On n'avait que pour clientes les sociétés. On n'avait que les sociétés, droit des affaires pur et tout. Chez Maître Urbain Babongeno, paix à son âme. Ce fut mon maître, malheureusement, il est décédé. Quelqu'un qui, d'ailleurs, a été formé par des prêtres, donc qui avait une rigueur à toute épreuve, une discipline à toute épreuve. Il m'a formé, il était calé en droit des affaires, c'est parmi, ou peut-être même la personne qui est venue avec le droit au Wado-Congo. Donc, il était vraiment calé en droit des affaires, mais j'ai pratiqué le droit des affaires sérieusement, mais une insiste quand même, en pratiquant le droit des affaires, en défendant les sociétés qui généralement sont dans une position dominante. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà une idée de justice depuis ma jeunesse, ce besoin de défendre des visages humains, de défendre des vraies personnes, parce que les sociétés sont aussi des personnes morales, le droit privé. J'ai eu le besoin de défendre des personnes qui avaient des vraies émotions. Et ce besoin-là, malheureusement, ne cadrait pas avec la logique du cabinet. Donc, j'ai voulu faire un peu du droit pénal. J'ai naturellement fait le droit pénal, quelques dossiers, notamment sur les viols et tout. Je suis entré dans une sorte d'exaltation parce que c'était vraiment ça, ma vocation, défendre des vraies causes, je le dirais comme ça. Donc, il y a eu
cette dynamique-là où j'ai pratiqué le droit des affaires, euh, j'ai pratiqué un peu le droit constitutionnel parce qu'après, dans mon expérience professionnelle, j'ai été membre du cabinet du président de la Cour constitutionnelle et j'ai fait des études. Là, actuellement, j'irai pratiquement en thèse cette année en droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Et il y a eu Euh, le droit de Peut-être, maître, sans vous couper, hein, je crois que la question de Patricia, c'était d'abord pour arriver juste avant la profession. Sinon, ça va nous désorienter un peu dans nos questions, puisque non, pas de la problème. première partie, quand même, est importante. Voilà, n'est-ce pas, Donc, il n'est-ce pas, faudra Patricia? retenir quelque chose. Donc, il y a eu cet itinéraire-là, il y a eu la vocation, il y a eu quand même, je ne dirais pas amélioration, mais une sorte de, voilà, pas changement de vocation, mais une réorientation, si vous voulez. Donc, rester dans la même base de droit, mais devenir avocat. Et puis, voilà, donc, j'ai fait mes études de droit à l'UPC, je suis devenu avocat. Et voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble. Maintenant, après, je peux décliner les autres aspects du parcours après. Absolument. Je ne sais pas si Père Jean-Pierre a une question par rapport au parcours ou à la formation. Euh, Comme ça, je pourrais dire, il a donné évidemment aux gens qui l'ont formé quelques références. Alors, maître, quand vous faisiez les études là, la finalité, vous voyez directement devenir euh, avocat ou, puisque bon, le droit mène aussi à autre chose, ou de devenir, par exemple, magistrat. C'est question de Non, curiosité. Oui. j'ai toujours, comme je l'ai dit au tout début, vraiment, quand j'étais petit, je voulais ressembler à ce personnage-là de fiction télévisée, Perry Mason. Mais quand je suis devenu adolescent aux humanités, j'avais élevé l'option de devenir avocat. Et euh, cette perspective-là s'était renforcée, surtout en troisième année de droit, quand je suis allé en stage au parquet au parquet près le tribunal de grande instance de Calamou, où j'ai vu quand même comment les magistrats travaillaient. Bon, je suis avocat, j'ai une obligation de réserve vis-à-vis des magistrats qui sont des autorités judiciaires, mais juste à dire que l'étudiant que j'étais à l'époque avait été conforté dans sa position de ne jamais devenir magistrat. Oh. Donc, les téléspectateurs, si je peux, ou les auditeurs peuvent tirer les conséquences nécessaires. Ok, bon, Patricia, Génial, merci. Merci. Donc, on va écouter ensuite le. peut-être Patricia suit, tu peux. Hein? Merci. C'est le temps de présenter voilà, l'autre membre du groupe qui vient hein, d'arriver. Voilà, c'est Yves Kacha. Donc, voilà, Yves, bonsoir, bonne année. Bonsoir et bonne année. Bonsoir à notre invité, Maître Chris, et Bonsoir. tous nos voeux malgré la défaite. Ah oui, j'ai la voix un peu cassée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Comprenez mon émotion. Oui. Alors, Yves, toi, tu arrives toujours, ça c'est toi. Hein? Moi, je savais on avait perdu et je me rappelle aussi même, c'était hier ou avant-hier, quand j'ai parlé avec Maître Christ de l'émission, j'ai senti qu'il était un grand sportif. Il a dit, mais il y a le match de Léopard. J'ai dit, Maître, l'émission va commencer après le match. Alors, je me disais, bon, après le match, si on gagne, il y a l'euphorie, l'histoire comme ça. Alors, voilà, bon, on a suivi tous les matchs. Hein, quand on encaisse comme ça le but à la prolongation, je n'ai pas voulu donner la face de tristesse. C'est comme ça que je n'ai pas fait allusion à ça au début de l'émission. Anyway, alors, merci d'être là, Yves. Hein. On va parler de sport après, mais on a d'abord notre invité. On va privilégier notre invité puisque le sport aujourd'hui, c'est une petite tristesse. Alors, la parole, c'est à Patricia. Oui. Ah oui. Donc, Maître Christian Mati nous a parlé un petit peu. Tu as raté ça, Yves, Mhm. euh, de son parcours
de formation et de son choix de devenir avocat, en fait, ce qui l'a inspiré. Et donc là, nous aimerions quand même entendre un petit peu une partie de ce que vous avez fait après avoir obtenu votre licence et d'être devenu avocat et comment est-ce que vous avez évolué dans la sphère professionnelle en RDC ou ailleurs. Ok. Bon, avant de devenir avocat, j'ai été assistant du président national de la Croix-Rouge de la RDC. C'était un stage professionnel au tout début, mais après, il m'avait adopté. Vraiment, il voulait que je travaille avec lui. Je suis à la direction de communication et puis il avait découvert mes talents. J'ai commencé à travailler avec lui. Pendant qu'on voulait m'offrir un contrat, c'est là que le barreau avait lancé son test parce que quand nous avions fini, le barreau avait fermé ses portes pour 3 ans. Ça nous avait vraiment préjudicié. Mais comme je disais, pendant que je voulais signer un contrat à la Croix de l'RDC, le barreau ouvrait aussi ses portes. Donc, j'avais fait le choix de suivre ma vocation, de devenir avocat. J'ai passé mon test, j'ai réussi, j'ai prêté serment, je suis devenu avocat. J'ai commencé à travailler directement chez Maître Urbain Babongenu, qui m'a sérieusement formé. Désolé. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années là-bas et jusqu'en 2018, j'ai dû, à un moment donné, quitter parce qu'après, bon, je ne sais pas si je dois en parler, j'avais quand même emprunté la voie du militantisme et c'était devenu compliqué de combiner avec la profession d'avocat dans un cabinet qui avait des intérêts avec le régime passé. Donc, j'étais devenu un peu un poids, si vous voulez, une sorte de, comme Jonas, si vous voulez. Donc, c'était compliqué de continuer. Et bon, après, on s'est séparés. On a dû garder des bons rapports. Donc, à côté de ma profession d'avocat, j'ai fait beaucoup de consultance aussi pour des organisations internationales, pour des organisations sur place, notamment la Fondation Pandi, pour GSF, Global Survivor Fund, pour une organisation britannique sur la question de la traite des personnes. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de consultances comme ça. Et puis, j'ai été membre du cabinet du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba. C'est une belle expérience parce que je suis passionné de droit. Peut-être, je crois qu'on va revenir un peu sur ça sous un autre aspect aussi. Bon, vous pouvez toujours en parler, mais moi, j'ai en tête une question Allez-y. à ce sujet. Oui, allez-y d'abord, maître, et Ah, puis d'accord. voilà, pour ne Non, pas... donc, j'ai travaillé aussi à la Cour constitutionnelle et puis j'ai fait de la consultance, j'ai été consultant institutionnel, si vous voulez, pour appuyer institutionnellement bon, la présidence de la République. J'avais un contrat avec la MONUSCO comme expert là-bas. J'ai appuyé les institutions du pays pour les processus de paix de Luanda et de Nairobi, mais essentiellement Nairobi, où j'ai travaillé vraiment activement avec la présidence de la République, la MONUSCO. C'est une belle expérience. J'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup appris aussi, parce que j'ai travaillé avec des personnes expérimentées. Donc, ça m'a donné une idée claire un peu de la dynamique ou des dynamiques des plusieurs conflits qu'il y a en RDC. Voilà un peu. Et aujourd'hui, je suis membre d'une commission qui travaille sur les questions des réformes en matière de justice transitionnelle, parce que ça aussi, c'est une expertise que j'ai développée au fil du temps. Et voilà, bon, je ne sais pas si je dois décliner mon travail en tant qu'avocat, parce qu'après, en 2023, j'ai quand même fondé un cabinet chez Mati Associés, où je travaille avec des jeunes Congolais extrêmement brillants et qui me donnent de l'espoir, qui me donnent 1 million de raisons de croire que le Congo a encore un avenir radieux. Donc, Merci. de 2023 jusqu'à ce jour, je dirige mon propre cabinet avec mes collègues, mes collaborateurs, si vous voulez. Ouais. C'est un peu ça de C'est manière.
C'est quand un même comment dire, un parcours très rempli, hein. C'est déjà vraiment impressionnant. Vous n'avez pas l'air vieux, c'est impressionnant, mais aussi édifiant pour la jeunesse congolaise. Donc je vais, comme- Mais Patricia, bon, ça c'est pour blaguer. Il n'a pas l'air vieux, mais il n'est pas vieux du tout. ah, il n'a pas l'air vieux. Donc en parlant, en faisant des recherches tout justement pour préparer l'émission, j'ai vu d'ailleurs sur internet que vous êtes à la tête de chez Mati et Associate Law Firm et et vous venez juste d'en parler aussi. Et par rapport à ça, en tout cas, je voulais vraiment savoir quels ont été en tout cas, quels sont les principaux domaines d'intervention de ce cabinet. Mhm. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce serait comment est-ce que vous parvenez à concilier, en tout cas, votre rôle de dirigeant Mhm. d'un cabinet d'avocats avec plusieurs collaborateurs. Quand j'ai regardé sur le site, il y en a vraiment, je pense, une dizaine à peu près. Et, combiner ça, votre rôle de dirigeant, donc leader, et aussi avec vos engagements dont vous venez de parler avec les institutions, votre consultance et tout ça. C'est vraiment intéressant de savoir comment est-ce que vous jonglez toutes ces responsabilités en tant qu'avocat en RDC. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, comme Patricia l'a dit, je dirige un cabinet qui exerce essentiellement dans le droit des affaires, mais particulièrement le droit de société, le droit bancaire, mais on fait beaucoup de contentieux publics aussi, droit de marché public, jusqu'à aller en contentieux euh, devant le Conseil d'État, des fois c'est devant la Cour d'appel aussi. Donc, mais on fait essentiellement le droit des affaires. Maintenant, par rapport à la deuxième question de Patricia, je pense que je suis issu d'une école où, parce que dans mon parcours, j'ai été volontaire aussi d'une ONG italienne, j'étais en première année de licence. Et là, on nous a appris, on avait des encadreurs italiens un peu, il y avait des prêtres, et puis, exactement, je suis protestant, mais j'ai beaucoup bénéficié de l'encadrement des prêtres. Donc, je suis très ouvert de ce point de vue. Alors, tout jeune, vraiment, comme j'étais encore étudiant, on avait suivi un cours basique de management. Et on nous disait qu'il faut éviter d'être comme une cigarette. Pourquoi? La cigarette crée de la dépendance. Et en tant que manager, en tant que patron de cabinet, tout ce que j'évite, c'est de créer de la dépendance, que la structure soit dépendante de moi, que mes collaborateurs soient dépendants de moi. Je travaille jour et nuit pour que le cabinet en tant qu'entité soit indépendant vis-à-vis de moi, que mes collaborateurs soient indépendants vis-à-vis de moi, de sorte que je peux vaquer à d'autres occupations et m'assurer, peut-être m'assurer ou s'assurer que c'est-à-dire que je peux vaquer à d'autres occupations en faisant un travail de supervision juste, mais opérationnellement, le cabinet pourrait tourner sans moi et donner un rendu de qualité aux clients. Maintenir la qualité, pour moi, c'est essentiel. Donc, ça peut me permettre de voyager, d'aller 2 semaines, ça et là, pour une conférence et autres, et en gardant quand même la qualité de l'institution du cabinet en tant qu'entité. Donc, je travaille à former, à équiper. Je dialogue beaucoup. Moi aussi, je dialogue avec oui, je dialogue beaucoup avec eux de sorte que ils intègrent la philosophie du cabinet, les valeurs du cabinet. Et parmi nos valeurs, il y a la compétence, il y a la dimension morale aussi, parce que nous sommes dans une société quand même qui est devenue, excusez-moi de le dire, assez sauvage. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ce sont des choses qu'on vit. Je leur dis qu'il faudrait intégrer une approche différentielle d'un point de vue moral. Donc, il y a beaucoup de séances de dialogue où je partage la vision, je discute avec eux, on travaille ensemble, on corrige les textes ensemble. Je suis très ouvert au dialogue, très ouvert à la contradiction. C'est important.
je pose tout le temps des questions, même quand j'ai des réponses, moi-même, je soumets mes réponses à la critique de mes collaborateurs, de sorte que les moments de partage qu'on a sont des moments d'apprentissage et ainsi chaque collaborateur peut s'imprégner de la philosophie du cabinet, des standards en termes de qualité du cabinet et ça me permet justement de me déployer autrement, mais à la longue, parce que pour moi, c'est la vision sur le moyen et le long terme, et surtout pour les longs termes, ça permettra à ce que le cabinet s'étende de manière exponentielle par rapport au quadrillage qu'on aura choisi. Bon, ça, c'est une dimension stratégique que je ne vais pas révéler, mais il y a un quadrillage déjà qu'on est en train de viser, et je sais que je ne peux pas couvrir ce quadrillage seul, je dois me multiplier, et voilà un peu comment je procède. Magnifique, merci beaucoup. Père Jean-Pierre? J'ai soulevé la main, mais une petite curiosité un peu pour prolonger la question de Patricia. Maître, j'ai vu sur votre site que vous avez des sièges, et je crois pour votre cabinet, vous avez des sièges à Kinshasa et à Goma. Et c'est ça, donc ça fonctionne aussi à Goma pour le moment. Alors, pour Goma, en 2024, je suis allé à Goma avec 2 de mes collaborateurs pour prospecter. Mes collègues, on a prospecté. On a estimé que c'était important d'investir là-bas. En janvier 2025, on a commencé maintenant, on a lancé la phase opérationnelle où on a pris des bureaux, on a acheté les meubles pour commencer le travail et j'ai payé l'argent pour mon inscription complémentaire pour être en ordre d'un point de vue administratif et même disciplinaire par rapport au Conseil de l'ordre. Mais malheureusement, c'est ce mois-là que le M23 prend Goma. Malheureusement. Donc, ça nous a mis plus ou moins dans une sorte de difficulté où opérationnellement, on ne pouvait pas nous déployer à Goma même. Mais après, il y a un plan, il y a un schéma stratégique qui reste. On doit peut-être, on est en train de voir comment les choses vont évoluer pour relancer le projet de Goma pour couvrir un peu. Parce que Goma, pour nous, c'était stratégique pour couvrir la zone sud Kivu, nord Kivu et un peu plus au nord. Mais là, on est en train de voir comment nous redéployer ailleurs aussi. Donc, ce qui s'est passé, on avait vraiment commencé, on a investi de l'argent. Malheureusement, le cabinet a perdu de l'argent à cause de la situation sécuritaire du pays. Mais nous sommes Congolais, nous faisons avec. Nous allons continuer à nous battre. Oui, maître, je vais donner la parole à Yves qui réclame. J'ai un peu pitié de vous maintenant, puisque au début de l'émission, vous avez dit, et je pense que vous sentez ma voix. Alors, j'espère que ça va tenir. Il faut avoir peut-être Ça un va peu tenir. plus comme ça. Alors, vous avez beaucoup crié pendant le match ou quoi? Non, ça va tenir, ça va tenir. Ok, voilà. Donc, on sent que vous avez beaucoup soutenu Les léopards, oui. les léopards. Oui. Bon, C'est un match passionnant, oui. nous, on regardait là doucement, sans beaucoup crier, mais on était quand même, disons, on se console hein, qu'ils ont quand même bien joué jusqu'à la prolongation, ils n'ont pas démérité. Alors, Yves. Oui, moi, la première chose, c'était d'abord de féliciter Maître Chris pour son cabinet. J'ai parcouru le site. J'ai vraiment apprécié voir que dans son organigramme, il y a disons, il est un avocat de la positivité, disons, du féminisme positif. Ça, c'était le premier aspect de mon intervention. Mais je voulais lui poser la question parce que quand j'ai vu comme père, il y a Goma, en étant un avocat des affaires, j'aurais cru qu'il allait s'installer au Katanga. Mais bon, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait le choix de Goma plutôt que de Katanga. Ça, d'un point de vue purement business.
Ça, c'était la première chose, la première question que je voulais lui poser. La deuxième question, il a dit dans son introduction qu'il a été aussi dans un think tank sur la justice Transitionnel. transitionnelle, un peu ce que le docteur Mukwege, disons, sur une des questions sur lesquelles le docteur Mukwege articule sa vision de la sortie de crise en RDC. Alors, je voulais savoir, en tant qu'expert dans ce domaine-là, quel est votre apport, prenons par exemple, bien, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect dans le dialogue entre Congolais qui est appelé à se faire incessamment? OK. Par rapport à la première question, l'idée était vraiment orientée business. Ce n'était pas seulement couvrir les régions congolaises de l'Est que j'ai citées, mais il y avait aussi les pays de la région, notamment le Kenya, où après, je vous ai dit que j'ai travaillé sur le processus de Nairobi. Donc, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. On travaille sur des questions de paix et de sécurité, mais j'observais aussi l'écosystème, business et tout. J'avais compris que c'était un pays par lequel plusieurs capitaux transitaient, plusieurs. Et l'interaction entre les avocats congolais et les avocats kenyans était faible. Et jusqu'à ce jour, l'interaction est encore faible. Et je voulais, ou l'idée, c'est de se positionner comme un interlocuteur des confrères qui sont là-bas pour arriver à, c'est ça notre rôle en tant qu'avocat, encadrer les capitaux que les Kenyans injectent ici. Parce que, on doit se dire la vérité, beaucoup des pays de la sous-région considèrent le Congo comme un marché, comme un grand marché ouvert. Et ce pays-là ont des capitaux, ils veulent injecter ça. Le Congo est un grand marché de consommateurs, donc ils veulent injecter leurs capitaux pour avoir des retours sur investissement. Mais dans ces opérations-là, les avocats ont un rôle à jouer et c'était ce positionnement-là qui l'intéressait ou bien qui intéressait les cabinets. Bon, on peut dire qui intéresse parce que rien n'est encore perdu. Donc ça, c'est par rapport au premier point. Par rapport au deuxième point, c'est une question extrêmement délicate. J'ai travaillé un peu dans la dimension droit de l'homme. J'ai travaillé aussi dans un processus de paix où il y a eu des interactions avec, par exemple, le processus de Nairobi avec les groupes armés et tout. Donc, c'est deux logiciels différents. Si vous voulez aujourd'hui, la réponse que je pourrais vous donner, c'est une sorte de synthèse entre ces deux logiciels. Ça veut dire quoi? La justice transitionnelle a 4 piliers. Il y a la vérité et réconciliation, il y a les sévères qui sont créés, généralement, il y a les poursuites pénales, donc le pilier justice, il y a le pilier réparation qui est déjà mis en place avec le FONAREF, et puis il y a le pilier garantie de non-répétition qui concerne les réformes, notamment les réformes sur les secteurs de la sécurité. Et l'approche du docteur Mukwege, et qui est une très belle approche, c'est de dire que lorsqu'il y a des processus de paix, par exemple, des pourparlers de paix, il ne faudrait pas sacrifier le pilier justice. C'est une belle approche. Et moi, mon approche aussi aujourd'hui, et j'en ai parlé même à une conférence où j'étais à Barcelone, ça peut choquer, mais je pense que c'est une approche fondée sur le pragmatisme, où je me dis, en l'état, dans notre situation actuelle, l'État n'a pas les moyens d'obtenir ou de faire ou d'imposer la justice. Parce qu'il ne peut pas y avoir, je parle sous le contrôle du père qui a forcément fait la philosophie, il ne peut pas y avoir justice sans force. Ça n'existe nulle part au monde. Pour que la justice se déploie, il faut qu'elle soit accompagnée de la force. Et l'État aujourd'hui, congolais, a perdu un peu sa capacité à contraindre et surtout à contraindre les gens qui sont armés. Vraiment, j'aborde un langage simple et courant pour que les gens me comprennent. Et c'est
important, justement, de mettre, je ne dirais pas comment je peux exprimer ça, de pas suspendre ou mettre en veilleuse, mais il est important de faire taire un peu, si vous voulez, le pilier justice dans le cas de ces pourparlers, à arriver à se concentrer sur les garanties des non-répétitions, qui consistent justement à réformer l'État dans sa profondeur, dans son essence, dans ses piliers essentiels, notamment la sécurité, l'administration et d'autres aspects, pour qu'à un moment donné, l'État arrive à casser ce cycle de violence. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, vous ne pouvez pas dire aux combattants que vous n'avez pas vaincu et déposer les armes pour qu'ils soient poursuivis après. Au nom du réalisme, je pense qu'il est difficile de développer une telle approche. Mais la véritable approche, à mon sens, c'est de dire que voilà, on se met autour d'une table, on discute, mais il faudra, lors de ces discussions, mettre l'accent sur la reconstruction de l'État. Il faudra repenser l'État. Il faudra que le Congo se dote d'un véritable État. Et ça, c'est tout un processus, c'est un construit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler justice, parce que la justice est un pilier de l'État, un peu comme l'armée, comme l'administration. Mais comment voulez-vous que dans la situation actuelle de notre État, qu'on parle justice, et justice contre des gens qui sont armés? J'insiste. C'est une question de réalisme, à mon sens. C'est difficile. J'ai été membre de la société civile pendant longtemps. J'ai pratiqué le droit de l'homme, je le pratique toujours, mais il y a d'autres itinéraires que j'ai suivis qui m'ont permis d'adopter une approche réaliste, qui est critiquable, bien entendu. Mais voilà, c'est mon approche. Merci, Maître. Oui, merci. Oui, Patricia. Juste une dernière chose. Maître, vous avez dit que quand vous faites votre cabinet, quand vous le montez, vous avez vision à ce qu'il puisse fonctionner en autonome. C'est bien, mais on est aussi africain, je vous sens très réaliste. Et chez nous au Congo, les gablons na yo, les gablons na yo. La mentalité des Congolais, justement. Et on le voit même dans les partis politiques. Quand l'autorité morale a dit, c'est l'autorité morale qui a dit. Alors, je vous pose une question. Quand vous avez votre cabinet là, hein, vous n'avez pas de caméra qui surveille ce qui se passe sur place? Parce que j'ai peine à croire que vous pouvez laisser le cabinet fonctionner en autonome sans avoir un regard dessus. C'était la dernière question que j'avais à vous poser. Deux choses. Première chose, j'ai choisi d'adopter une approche rationnelle. C'est-à-dire, je suis dans un processus de rationalisation. Le cabinet a des documents. Voilà, je suis actionnaire majoritaire, j'ai un associé. Mais voilà, je suis le fondateur, actionnaire majoritaire, le visionnaire. Mais deuxième chose, c'est que j'ai choisi de faire confiance. La vie est plus simple comme ça. Peut-être qu'un jour ma confiance sera trahie, mais j'ai choisi de faire confiance. Mais il y a un élément essentiel, et ça c'est vraiment une approche différentielle que j'ai intégrée. J'avais pu observer les cabinets congolais. Pourquoi les associés ou bien les collaborateurs ne font pas 30 ans, 40 ans, 50 ans au sein d'un même cabinet? C'est parce que généralement, les cabinets n'offrent pas des conditions telles qu'un collaborateur se sente à l'aise, se sente chez lui, se sente épanoui, de sorte qu'ils se disent, bon, même si j'ai aujourd'hui une affaire qui me fait gagner 10 millions de dollars, je n'ai pas forcément besoin de créer mon propre cabinet. J'ai mon label, je me bats pour ce label-là, et puis voilà. Donc, je fais en sorte vraiment que mes collaborateurs, dans la mesure du possible, dans la mesure
des moyens du cabinet, qu'ils soient à l'aise. Et en matière de finances surtout, je suis extrêmement transparent. Parce que, je vais vous livrer un secret, je me protège contre moi-même. Si par exemple, je sais qu'un client va payer $1, je le dis déjà, tel client va payer $1, on émet une facture. Je n'émets pas les factures chez moi au bureau, c'est transparent, c'est le secrétariat, parce que je sais que l'humain est dangereux. Je suis dangereux moi-même en tant qu'humain. C'est-à-dire que si je ne dis pas à mes collaborateurs qu'il y aura $1 qui va entrer, quand je vais encaisser ces $1-là, il y aura le processus d'auto-légitimation subjective, un peu en criminologie, où, où je vais commencer à me dire, mais c'est moi qui ai créé ce cabinet, j'en suis le patron, j'en suis le fondateur, il n'était pas là, donc je peux bouffer cet argent tranquillement. Mais à partir du moment où j'annonce que voilà, nous aurons telle rentrée d'argent, c'est-à-dire, c'est un principe essentiel de gouvernance, la transparence, ça me protège contre moi-même, contre mon propre arbitraire, parce que je suis humain. Donc, il y a des principes comme ça que j'ai mis en place, mais j'ai mis beaucoup de principes aussi contre moi-même. Donc, voilà un peu. Merci, maître. Je me suis rendu compte quand même que quand nous recevons les gens de droit, si je peux dire comme ça, hein, les maîtres, nous avons des difficultés à les arrêter, puisqu'ils disent tellement de choses qui sont très intéressantes. Et c'est comme pour nous aussi, hein, une façon d'apprendre beaucoup de choses. Et même ce que vous venez de dire, ce n'est pas seulement pour les hommes de droit, hein, mais c'est pour tout bon gestionnaire, tout bon responsable, hein, quand on travaille en toute transparence avec les collaborateurs. On les met aussi en confiance et comme vous avez dit, hein, vous vous protégez vous-même. Alors maintenant, une autre question pour avancer, maître. Vous avez déjà mentionné que vous avez travaillé, donc votre carrière, votre parcours de vie vous a conduit aussi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Ce qui est un peu, quoique vous avez déjà 13 ans d'expérience comme avocat. Quand vous avez travaillé là-bas, c'est d'abord une sous-question qui va maintenant être accompagnée par la question principale. Vous avez travaillé là-bas, vous avez vu comment un peu la justice fonctionne. De cette expérience-là, quelle leçon, quel regard vous avez un peu de cette expérience que vous avez faite à la Cour constitutionnelle du fonctionnement du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo? Si vous pouvez être maître honnête avec nous. Le fonctionnement du pouvoir judiciaire en RDC, ça c'est un sujet de thèse en fait. Non mais c'est un sujet de thèse. Il y a le prof Mata Dinenga qui a écrit un ouvrage sur la question du pouvoir judiciaire. C'est extrêmement complexe, mais je pense que c'est une question justement qui rentre dans la dynamique de la construction d'un État. Et c'est une question qu'il faudra analyser vraiment de manière transversale. C'est-à-dire que pour avoir une bonne justice, il faut premièrement avoir des bons magistrats. Mais pour avoir des bons magistrats, il y a plusieurs dimensions. Il y a la question de l'instruction qui est essentielle, c'est-à-dire au niveau de la qualité de l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Ça, c'est essentiel parce qu'en étant magistrat, on ne nous apprend pas à écrire. Ce sont des choses que vous devez apprendre en amont. Il y a un élément essentiel aussi qui est la famille, qui est une cellule fondamentale qui nous apprend des valeurs essentielles de la vie, les valeurs morales, les limites morales. La famille nous apprend le respect du bien commun, par exemple. Ça, c'est essentiel. Et cette cellule a été détruite au Congo. Donc, nous avons là des magistrats ou bien des Congolais qui viennent faire carrière en tant que magistrats
en étant détruit de l'intérieur. Mais après, il y a les conditions liées au traitement des magistrats, les infrastructures aussi. Mais je pense qu'il faudra inscrire la politique de réforme de justice sur le long terme et intégrer une dimension transversale. N'est pas juste penser que le fait de bien payer un magistrat va produire une bonne justice. C'est faux. Parce que l'homme est limité par rapport à son processus de construction. Donc, je pense qu'il faudra travailler sur le processus de construction en amont, l'éducation à l'école, l'instruction, l'éducation en famille. Il y a d'autres aspects de formation du citoyen en tant qu'individu avec une conscience de la cité. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que si je suis, par exemple, ministre de la Justice aujourd'hui, on dira de moi que je suis peut-être incompétent parce que je ne vous donnerai pas les résultats tout de suite. Je serai un ministre qui viendra réformer les politiques publiques, mais en posant des véritables bases. Et les bases que j'aurai posées vont dépasser mon mandat. Et aujourd'hui, je pense que nous devons accepter d'avoir des politiciens ou bien des responsables politiques qui sont moins populistes, mais qui travaillent sur des vraies réformes qui vont constituer le fondement d'une nouvelle société, d'un nouvel État, un État fort, indépendant, un État qui pense. Et puis, cet État-là va justement constituer un peu le cadre ou le support d'une société juste. Mais pour revenir à votre question et résumer ma réponse, je pense que la question est transversale. Il faudra travailler sur le long terme. On ne peut pas obtenir une bonne justice hic et nunc, c'est impossible. Le mal est profond. Il faut des réformes profondes. Donc voilà un peu. Merci, merci maître. Ça, c'est la dernière phrase résume un peu tout. Hein. C'est vrai que le mal est profond. Il faut des années pour que notre justice puisse vraiment sortir de ce marécage, puisque c'est tout le monde qui se plaint. Justice double vitesse, justice qui choisit le plus fort, qui épargne le plus fort et qui s'acharne sur le faible, ainsi de suite. Hein, bon, et puis il y a plusieurs justices maintenant où on ne sait plus qui rend justice et qui arrête qui, soit comme ça devient un peu gênant pour un pays. Hein, bon, anyway, bon, c'est vous qui répondez à nos questions. Patricia. Merci, merci Père Jean-Pierre. Encore merci Maître Chemati pour votre réponse. J'aime beaucoup vous écouter parce que vous parlez vraiment des questions d'un point de vue très holistique et on n'est pas dans des petites réponses préparées. C'est très édifiant. En tout cas, c'est très édifiant. Merci pour ça. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été membre, ou vous êtes encore, je ne suis pas sûre, membre de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes pour l'appui aux réformes. Je pense que c'est CIAVAR en sigle, c'est ça? Exactement. Oui. Et donc, vous avez contribué aux politiques de réparation en faveur des victimes. Et par rapport à cela, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de ces politiques ou de ces réformes-là? Bon, surtout dans notre contexte au Congo, comme on vient de le dire, où le système judiciaire est encore en train de se construire ou encore en train de prendre forme. Il y a, il y a eu plusieurs défis, je pense. Il y a des défis structurels. Déjà, le fait de vouloir implémenter des réformes ou bien de travailler dans un contexte assez
pas du tout construit d'un point de vue des infrastructures, d'un point de vue même de la superstructure des idées. Maître Chemati, juste pour Oui, essayer de faire comprendre à nos auditeurs, en réalité, c'est quoi d'abord cette commission? Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse. oui, la commission est un organe, si vous voulez, qui est chargé de piloter les réformes sur la justice transitionnelle. Comme je l'avais relevé à un moment donné, la justice transitionnelle a plusieurs piliers et ces piliers appellent justement une approche holistique des organes assez dispersés de l'État qui travaillent pour l'implémentation de ces piliers-là. Donc, il était important de créer une sorte de structure de coordination pour assurer la cohérence dans le cadre de cette politique de justice transitionnelle. Donc, c'est ça essentiellement le rôle de la commission, assurer une sorte de cohérence dans la conduite de la politique et même dans les réformes à mettre en place. Donc, c'est essentiellement ça. Mais comme j'avais dit, les défis que nous avons rencontrés, c'était aussi au niveau de la compréhension des acteurs. Par exemple, quand on met en place la question de la réparation, c'était le juriste congolais, par exemple, mes collègues juristes le savent, quand ils entendent réparation, de manière, c'est comme ça qu'on a été formé, ils voient l'article 258 du Code civil, livre 3, tout fait quelconque de l'homme et tout. On connaît la suite. Mais là, l'idée de venir avec une structure ou bien une approche de réparation administrative avec un standard de preuve réduit et avec l'engagement de l'État justement de réparer les victimes sans décision de justice, c'était quand même nouveau dans l'écosystème congolais et il fallait faire passer l'idée. Moi, je pense que c'était ça le plus grand défi. Mais il y a eu un plaidoyer assez important qui a été mené. Aujourd'hui, je pense que les gens comprennent plus ou moins de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y a des défis opérationnels, je pense, mais c'est lié aussi aux infrastructures de l'État, c'est lié au contexte congolais, parce qu'il ne faudrait pas oublier que le contexte congolais est assez particulier. Généralement, les réparations et même la justice transitionnelle est implémentée dans un contexte post-conflit. Mais au Congo, nous sommes dans un contexte atypique où nous sommes dans un régime post-conflit, mais nous sommes en même temps en plein conflit. Donc, c'est assez particulier. Je pense que c'est un cas inédit dans le monde. Et il y a ces genres de défis-là. Et voilà, il y a d'autres collègues qui travaillent sur la question des réparations. Donc, je ne vais pas ici essayer de juger leur travail. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres efforts à fournir pour que finalement, parce que l'approche est victimo-centrée, pour que finalement les victimes soient soulagées. Pour que de manière globale, finalement, tous les piliers de la justice transitionnelle soient implémentés. Mais il y a quand même des efforts importants, même au niveau politique. Il y a des efforts importants qui sont fournis à ce niveau-là. Donc, voilà. Merci, merci beaucoup. Yves? Oui, Patricia. Maître, en vous entendant, il y a plein de questions qui se bousculent. Mais bon, je vais essayer d'être un peu cynique et un peu sarcastique. J'aime provoquer deux fois pas en lui disant que l'émission est full à rabattre. Mais bon, j'ai entendu dire que si vous étiez ministre de la Justice, non, mon père avait l'habitude de dire, on reconnaît un homme une fois qu'il a le pouvoir et une fois qu'il a de l'argent. L'argent, vous en avez, demain, vous allez avoir le pouvoir. N'allez-vous pas changer? Ça, c'est la première tic que je vous lance. La deuxième tic, disons la deuxième, c'est pas vraiment une question, mais c'est une observation. Moi, j'ai eu la chance d'étudier en Espagne pendant les années où on était en train de
de terminer avec la lutte contre le terrorisme ETA. Et l'une des choses que j'ai observées ici en Espagne, c'est qu'ils avaient un statut spécial qu'ils avaient créé pour les victimes du terrorisme. Donc, prenons par exemple, une fois qu'on vous déclare victime du terrorisme, il fallait passer par la police, la garde civile, un juge vous reconnaît comme étant victime du terrorisme, mais cela vous donnait automatiquement certains avantages sociaux, comme par exemple ne pas payer le transport en commun, comme par exemple au moment d'aller étudier à l'université est gratuite pour les enfants de victimes du terrorisme ou bien pour une victime de terrorisme. Vous ne pensez pas que cela aussi est applicable chez nous? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes depuis que la guerre a commencé dans notre pays, mais quelque part, ce ne serait pas une façon aussi pour la nation congolaise de prendre en charge les gens qui ont subi les affres de la guerre? Pour la première question, je ne sais pas dire si j'ai de l'argent ou pas, mais je pense que je gagne honnêtement ma vie. Mais après, je ne pense pas que le pouvoir me changera un jour si Dieu m'appelle à en avoir. Je ne pense pas. Je prie beaucoup pour mon cœur. Je pense que c'est le plus important. Garder l'humilité, la simplicité et comprendre que le pouvoir, un jour, on peut en avoir et puis on peut le perdre. J'ai des exemples concrets, j'ai vécu des choses quand même à ce niveau-là. Donc ça, c'est par rapport au premier volet. Pour le deuxième volet, je pense que c'est un très bon modèle. J'ai même noté par rapport à l'Espagne, le statut spécial et tout. C'est plus ou moins le modèle qui est mis en place ici avec le FONAREV et l'écosystème textuel qui encadre tout cela. Il y a un texte qu'on appelle un arrêté qui met en place une liste unique consolidée, justement, et cette liste est homologuée par un juge. C'est plus ou moins le même système, mais je pense que après il y a le FONAREV qui, en principe, répare ou va réparer, selon le cas. Mais je pense que l'option avait été levée parce que dans notre contexte, quand même, au-delà, il y a plusieurs victimes, mais il y a aussi des victimes de violences sexuelles. Je pense que l'option avait été levée d'éviter de stigmatiser. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le statut de victime, mais n'est pas forcément utiliser ce statut pour, dans un cadre public où on peut savoir que X ou Y est victime de violences sexuelles, c'est pourquoi il a X ou Y avantages. C'était un peu ça, parce que au-delà de l'ensemble des victimes, il y a quand même un nombre important de victimes de violences sexuelles. Et on ne voulait pas, je pense que c'était ça l'option qui a été élevée. Je peux être corrigé un jour si je me trompe par mes collègues. Donc c'était un peu ça. Mais le modèle, le schéma, c'est plus ou moins le même schéma qu'ici. Maintenant, après, pour les questions de réparation, d'un point de vue opérationnel, je ne suis pas habilité d'en parler puisque je ne fais pas partie du FONAREV. Maître, nous allons passer au contexte politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, mais avant cela, j'ai une question. Dans votre expertise, en vertu de votre travail que vous faites, vous êtes reconnu aussi pour maîtriser le droit public des affaires. En quoi est-ce que cette expérience, cette spécialisation vous permet d'interagir, par exemple, efficacement avec les institutions, diverses institutions, disons, dans les climats des affaires en République démocratique du Congo, qui continue peut-être à se structurer encore, où ça ne marche pas tout à fait bien, où les hommes d'affaires se plaignent un peu de certaines structures qui ne marchent pas, ou bien au niveau de, comment est-ce qu'il faut appeler ça, des taxes, ainsi de suite. Comment est-ce que vous arrivez à interagir efficacement dans ça, dans des institutions et dans les affaires en même temps, maître? Oui,
C'est une question essentielle, merci mon père. C'est extrêmement difficile parce que deux fois, nous avons des lois incomplètes, deux fois, nous avons des très bonnes lois, mais au niveau de l'application, de l'administration publique verse dans l'arbitraire, c'est extrêmement difficile. Donc, mon rôle en tant qu'avocat à ce niveau-là, c'est, en défendant les intérêts de mes clients, c'est premièrement de rappeler les principes qui sont prévus par différents textes de loi. Quand j'interagis avec les différentes administrations pour protéger les intérêts de mes clients, il y a cette dimension-là où je rappelle les principes et il y a toujours la voie ouverte sur le contentieux administratif, le contentieux qui peut en découler. Mais il y a un élément essentiel quand même, et je dois le dire pour être sincère, il y a la dimension relationnelle ou la dimension informelle qui fait en sorte que un avocat, bon, dispose d'un bon réseau ici en RDC qui fait en sorte que je puisse arriver à désamorcer certains litiges, ça et là. Mais en principe, je pense que nous devons arriver à un niveau où l'État, par sa capacité à agir, par sa capacité à se rationaliser, que l'État marginalise la dimension informelle, la dimension relationnelle pour faire émerger un cadre principiel qui protège tout le monde. Et ça, c'est un travail justement, comme je vous avais dit, l'administration est un pilier essentiel dans la construction d'un État. Donc, il y a ces deux aspects-là où, en tant qu'avocat, je rappelle les principes, mais aussi j'utilise mon réseau pour, voilà, pour faire avancer les choses, si vous voulez. Merci beaucoup, Maître. Padre, une petite question par rapport à ce que vous venez de poser là. Maître, dans le cadre de droit des affaires, moi, ma mère, dans les années 90, 2000 jusqu'en 2010 à peu près, il y avait une loi qui privilégiait les nationaux aux étrangers. Prenons par exemple, le commerce en gros était réservé aux nationaux, l'exportation était exclusivement réservée aux étrangers. Aujourd'hui à Kinshasa, et même partout dans le Congo, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, ils sont à la fois importateurs, grossistes, détaillants. Et la plupart des fois, ce sont nos frères comme vous, les avocats, qui les défendez. Alors, je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à jongler entre ce que la loi dit et ce que la réalité vous fait voir aujourd'hui. Je pense que, personnellement, en tant qu'avocat, comme je vous ai dit, je vous ai ouvert mon cœur, je suis flexible sur certaines choses, mais j'ai un faisceau de valeurs qui fonde un peu mon action en tant qu'avocat, puis je m'impose des limites morales. Je me dis, il y a des causes que je ne prends pas, ça je vous l'ai dit clairement, il y a des causes que je ne prends pas, il y a des clients que je ne représente pas, parce qu'il y a des actes que je ne peux pas poser en vertu de mes limites morales. Ce n'est pas question d'argent forcément. On peut te proposer de l'argent, mais s'il faut transgresser ses propres principes, c'est compliqué. Parce que dans notre profession, si vous transgressez le principe A, vous allez transgresser le principe 2 et ainsi de suite. Et c'est là que quelqu'un devient un avocat véreux. Moi, le plus important pour moi, c'est de dire que je suis en harmonie avec moi-même, avec le peu que je gagne. C'est le plus important, c'est d'arriver à regarder les gens les yeux dans les yeux et que ces gens-là n'aient rien à me reprocher. Un peu comme le Christ avait dit à Pierre, je pense, Satan te réclame. Et Satan réclame quelqu'un parce qu'il trouve des choses qui lui appartiennent dans la personne. Donc l'effort que je fournis en tant qu'avocat, c'est de m'imposer des limites morales, c'est de ne pas représenter n'importe quel client et rester dans la mesure du possible dans un cadre assez sain. Voilà un peu.
Maître, il y a une parole là que vous avez dit, de ne pas représenter n'importe quel client. Je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer. Vous pouvez refuser l'argent si vous trouvez que le client, disons, la cause que vous allez défendre chez le client vous pousse à agir pas de manière éthique ou morale, si j'ai bien compris. Oui, je peux Oh, refuser l'argent. ça c'est édifiant, La hein, masse, c'est la première fois que j'attends ça d'un avocat. moi, je peux refuser l'argent. Un avocat n'est pas quelqu'un qui prend tout. Non. Je peux Ouais, ouais. refuser l'argent. Et c'est déjà arrivé. Ouais, ouais. Félicitations pour ça, maître. Alors, Patricia, on change de registre. Oui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la question, on va dire un peu de l'actualité. Hein. C'est bien que ce soit un peu triste, mais c'est l'actualité. Alors, Maître Chemati, la RDC traverse une période de forte tension sécuritaire. Je suis sûre que vous le savez très bien, et d'ailleurs mieux que moi, aussi bien dans l'Est que dans certaines zones de l'Ouest maintenant. En tant qu'avocat, quelle réforme judiciaire ou juridique, pardon, quelle réforme juridique ou institutionnelle vous semble nécessaire à ce stade des choses pour renforcer un petit peu surtout la protection des populations et aussi, mais aussi quelque chose dont on ne parle pas assez à mon sens, c'est la redevabilité des acteurs politiques en fonction. Mhm. Euh, Par rapport aux réformes, donc, ma perception des réformes, c'est vraiment travailler aujourd'hui pour le long terme. Je pense que le pilier essentiel qu'il faudra réformer, c'est le pilier défense et sécurité. C'est-à-dire réformer l'armée, la police, les services de renseignement surtout, réorienter la vocation des services de renseignement. Depuis Mobutu, je pense, jusqu'à ce jour, les services de renseignement ont malheureusement développé une nouvelle vocation. C'est-à-dire Mhm. cette vocation-là, c'est de défendre les régimes, alors que les services de renseignement sont appelés à défendre les intérêts vitaux de l'État. Donc, Mhm. c'est une question euh, de philosophie qu'il faudra réintégrer au niveau des réformes, même au niveau opérationnel, dans les discussions. Donc ça, c'est un élément important, mais je pense qu'il faut réformer l'armée, il faudrait revoir l'équipement, euh, la qualité du recrutement. Il y a plusieurs éléments qu'il faudra réformer. C'est à partir de ce moment-là que je pense qu'on peut briser réellement le cycle de violence. Mais si, à chaque fois que nous discutons avec les différentes rébellions via des processus de paix et que après le travail de réforme ne suit pas, on va retomber encore et encore dans le même cycle. Je pense que la réforme essentielle, c'est la réforme de l'armée. Mais comme je vous ai dit, l'armée travaille aussi dans un écosystème. Il faut réformer la justice pour combattre la corruption, par exemple. C'est essentiel de réformer la justice. Parce que pour réformer l'armée, c'est un peu, il faut réformer l'armée, la justice, l'administration. Là, il s'agit d'un cercle vicieux. Il Ouais. faut arriver par la force de l'intelligence, la force des idées, la force de la pensée stratégique, arriver à transformer ces cercles vicieux en cercles vertueux. Et je Mhm. pense que c'est possible, c'est vraiment possible. Mais il faut que les gens, les acteurs, arrivent à se faire confiance. Et ici, quand on parle État, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Je pense que ce sont des discussions qui doivent être tenues sérieusement et permettre aux Congolais, dans leur ensemble, de contribuer à la réflexion pour arriver justement à avoir des réformes de qualité. Donc, Merci ça. beaucoup, maître. Merci. Père Jean-Pierre, je pense que c'est à vous. Ou Yves, si tu as une question. Bon, peut-être, je Non, veux, j'attends d'avoir le père. voilà, heureusement, Yves, heureusement, heureusement. Alors, maître, vous êtes
membre de l'Association internationale du droit constitutionnel. Ma question tourne un peu autour de ça maintenant. Euh, Comment vous évaluez le rôle du droit constitutionnel dans la stabilisation politique actuelle et puis notamment face aux enjeux sécuritaires et la protection surtout des droits des citoyens? Maître. C'est une question complexe. Complexe, oui. Oui, c'est une question complexe, mais c'est intéressant. J'y vais méthodiquement. Il y a aspect droit constitutionnel, stabilité, et puis droit constitutionnel, droits et libertés des citoyens. Alors, je pense que le droit constitutionnel en tant que discipline scientifique est un élément essentiel dans la stabilité de l'État parce que à la notion de l'État est attachée la notion de la fixité. En droit constitutionnel, on appelle ça fixité de l'État. Donc le droit constitutionnel développe justement des outils pour permettre à un État d'être stable. Et ces outils-là ne sont pas seulement dans le hard law, c'est aussi dans le soft. La réflexion aujourd'hui, c'est en droit constitutionnel, c'est d'aider par exemple dans un contexte pluri ou multiethnique comme le nôtre, comment le droit constitutionnel arrive à travers la pensée, à travers la réflexion, à produire un cadre de stabilité où toutes les ethnies arrivent à cohabiter de manière pacifique, par exemple, à créer le vouloir vivre ensemble, le vivre ici. Ça, c'est une réflexion aussi du droit constitutionnel. Ce n'est pas seulement la dimension institutionnelle, mais aussi c'est cette dimension-là un peu plus profonde où le droit constitutionnel convoque ou mobilise l'interdisciplinarité. Il y a des aspects d'anthropologie, d'histoire, de sociologie. Et à partir de ce niveau-là, le droit constitutionnel devient une science qui est au carrefour d'autres sciences, mais avec la finalité justement d'assurer la stabilité de l'État. Donc, ça c'est un premier point. Maintenant, le droit constitutionnel face aux droits et libertés des citoyens. Je pense que la Constitution constate quand même tout un titre sur les droits et libertés fondamentaux. Je pense que c'est essentiel d'arriver à vivre dans un espace où les gens ont la liberté d'expression, où les gens ont la liberté de manifester, liberté de manifestation, où il y a d'autres types de droits aussi, d'autres générations, droit à un environnement sain, et tout ça, c'est tout un ensemble. Mais maintenant, dans le contexte politique congolais, je pense que beaucoup des politiciens commettent l'erreur, quand ils ont le pouvoir, de verser dans le droit de la force, alors qu'il faudra privilégier la force du droit. Pourquoi je dis ça? Parce que seule la force du droit protège pendant plusieurs années sur le long terme. Nous avons vu des régimes se succéder, nous avons vu comment les uns ont traité les autres, mais si on n'arrive pas à briser ce cycle-là, où on est en train de, à chaque fois qu'on a le pouvoir, on bannit le droit, à un moment donné, je pense que notre société sera anéantie. Donc il faudra, je pense, arriver à développer un type de leadership qui va au-delà des émotions, au-delà des ressentis des uns des autres, pour arriver à embrasser l'abstraction du droit. Parce que le droit est idée, le droit est une abstraction. C'est à partir de cette abstraction-là, de cette idéalisation de la société, qu'on arrive à créer un équilibre ou créer un juste équilibre qui permet à tout le monde, justement, de vivre dans un cadre serein où les gens se regardent avec confiance, les gens peuvent se parler, les gens peuvent se contredire, les gens peuvent avoir un commun accord aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle démocratie. Et pour revenir au propos de départ, donc, le droit constitutionnel est une science qui est en mesure de créer ce cadre de juste équilibre. Donc, c'est un peu ça.
Merci, maître. Maître Chemati nous a fait un petit cours de droit constitutionnel, là. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Yves, c'est à toi. Moi, j'ai seulement aimé la force du droit et non le droit de la force. Donc, j'ai même pris note. C'est très profond comme jeu de mots. Ça se sent qu'on a affaire à un avocat qui. J'espère que Maître Niaké est en train de regarder cette émission. Je connais très bien. S'il regarde, je le connais. Non, c'était ça le petit commentaire que j'allais faire à ce Donc, moment. tu préfères quelle force? La force des droits ou les droits de la force? Je Puisque, préfère la force du droit. La force du droit nous protège tous. Tous. Et justement, c'est ce que j'ai appelé l'abstraction du droit. Mhm. Parce que le droit est impersonnel. Si vous arrivez dans une société à, à intégrer la dimension de l'abstraction du droit, à considérer que le droit est une idée qui nous dépasse tous, Mhm. à un moment donné, c'est ce droit-là qui est élevé à la dignité d'une idée noble, Mhm. qui, à la dignité d'une idée supérieure. C'est ce droit-là qui va tous nous protéger, Mhm. quel que Ok. soit le changement de régime, quel que oui, oui. soit le Alors, groupe de mouvement. maître, maître, vous allez encore avoir l'occasion d'en parler puisque nous allons changer encore de registre, hein, je crois, Patricia, pour aller peut-être. Oui, 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 Yves, attends d'abord. Ah, calme-toi, Il a une calme-toi, question. Yves. Non, c'est pas Calme-toi, une Yves. question, c'est une petite phrase qui va dans l'idée que Maître était en train de dire. Mon père avait aussi, parce qu'il était avocat, il avait l'habitude de dire au Congo, il y a beaucoup de licenciés en droit et il y a très peu de juristes. Ah Mhm. Mhm. c'est vrai. Alors, aujourd'hui, tu as quand même aujourd'hui. Alors, nous allons changer un peu de registre pour revenir justement à ce que le maître a dit. Hein. Ça semble de jeu de mots, hein, droit, la force des droits et les droits de la force. On va y arriver maintenant quand nous allons maintenant, je crois, que changer de registre pour aller un peu au niveau international pour ce qui fait l'actualité ces jours-ci. Patricia, une question hein, sur ça et le maître va nous éclairer un peu sur cette D'accord. question. Ouais. Oui, alors j'aimerais, Maître Christian Mati, j'aimerais avoir vraiment votre avis sur, bon, on a vu la semaine, au début de semaine, l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, qui a suscité en tout cas beaucoup de vives réactions au niveau international, la scène internationale en ébullition. Et tout justement, en tant que juriste, et on voit que vous êtes très porté vraiment sur les valeurs et les limites morales. Quel est votre regard sur cette opération, surtout au regard du droit international et des principes de souveraineté? Ben, s'il faudrait être formaliste, bon, soit si vous voulez, je vais répondre en ayant deux approches. D'un point de vue formel, du droit international, il y a eu violation de la Charte des Nations Unies à la question de l'égalité souveraine, de la souveraineté des États. Un autre État ne peut pas euh, Unilatéralement. action dans un État souverain et puis capturer un chef d'État pour être jugé sur le sol américain pour rester. Dans les cas d'espèce, il y a un problème au niveau du droit international. Mais je pense que pour le deuxième point, et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est une interpellation. Euh, les États ont une vocation essentielle. Et cette vocation essentielle, c'est la puissance. Les États doivent aspirer à la puissance. C'est ainsi que, si vous observez, pendant la guerre froide, je pense, il y a eu la course aux armements et tout ça, c'était pour les États qui étaient partie prenante, si vous voulez, arriver à asseoir une certaine puissance et gérer l'équilibre de la terreur pour éviter justement ce genre de situations. Mais si vous observez aujourd'hui, nous sommes aussi dans une sorte de course aux armements et aujourd'hui l'arme la plus importante ou la plus dissuasive, si vous voulez, c'est l'arme nucléaire. Donc,
Euh, pour moi, c'est une interpellation, surtout pour les États africains, pour comprendre que si nous ne travaillons pas pour réaliser cette vocation essentielle de l'État qu'est la puissance, nous serons à un moment donné la risée du monde entier. Et pour, pour arriver à cela quand même, je pense qu'il y a une dimension interne importante. Et cette dimension interne, ça s'appelle la souveraineté dans l'État. Nos États africains doivent arriver à se construire d'abord en interne, c'est-à-dire à délivrer des services publics essentiels tels que l'éducation, la santé, euh, les infrastructures et tout. Et puis, on avait dit ça avant, arriver à construire les trois piliers essentiels de l'État, l'administration, la justice, la défense et l'armée, si vous voulez, arriver à créer un État fort en interne, c'est là que, en tant qu'entité juridique maintenant qui interagit au niveau de la sphère internationale, on peut maintenant commencer à évoquer la question de la souveraineté internationale, mais sans force, sans puissance en tant qu'entité, je pense que aucun État, aucun État n'est à l'abri d'une telle opération. Donc, je pense que les Congolais, d'un point de vue stratégique, ne devraient pas se réjouir d'une telle situation. Parce que nul n'est à l'abri tant que nul n'est à l'abri d'une telle situation, d'une telle opération, tant que nous n'avons pas des capacités dissuasives pour faire face à ce genre de contexte. Mais c'est pour aller un peu plus loin, c'est une question qui, je pense, va redessiner ou a déjà redessiné un peu les perceptions au niveau international, qui a dessiné ou à repousser ou même à anéantir les limites qu'imposait le droit international. Donc, nous allons aujourd'hui dans un contexte d'état de nature, comme Thomas Hobbes l'avait dit, mais maintenant au niveau international. Et dans un contexte d'état de nature, seule la puissance, seule la force constitue un véritable bouclier. Nous devons prendre la graine et nous projeter vers la puissance véritable, vers la force véritable. Un État est un phénomène de force et un phénomène de puissance. Voilà. La dernière phrase là, c'est vraiment un bon résumé. Hein? Magnifique. Yves, Voilà. Yves, alors, une question? Je donne ma langue au chat cette fois-ci. et voilà. Alors, je crois qu'on a déjà, avec Maître, déjà plus parce qu'il est 1h30 déjà. Hein? Ouais. C'est bien d'écouter Maître, mais après l'échec de Léopard. Désolé pour ma voix. Voilà, c'est vrai. On ne va pas encore. C'était tellement passionnant, oui. Il y a une petite souffrance pour tout le monde, mais Maître, là, on sent que vraiment aujourd'hui, là où il était, il criait pour soutenir les léopards. Voilà, nous allons vous épargner la voix. On va bientôt essayer de passer à notre rituel habituel. Hein. Patricia, on y arrive. Alors, des petites questions. On commence par toi, Patricia. Par moi, ok. Alors, on a notre petit rituel en dialogue avec. On soumet nos invités à des petites questions un peu courtes, mais elles sont un peu plus personnelles, on va dire. Alors, Maître Chris chez Mati, si vous étiez une citation, laquelle seriez-vous? On est ce qu'on veut, mais seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Sartre. Ok. Génial, c'est très bien, merci. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu une figure congolaise, homme ou femme, hein, qui vous a particulièrement inspiré dans votre parcours? Oh, figure contemporaine ou C'est comme vous voulez. contemporaine au niveau vraiment du droit constitutionnel, c'est le prof Joly. C'est quelqu'un qui m'a formé, qui m'a donné une ligne de réflexion. Et après, des figures
d'une autre époque. Je pense qu'il y a Lumumba que je considère comme un prophète, Oui. qui avait une lucidité hors pair, qui avait un courage exceptionnel, qui, je pense, était un personnage à part. C'est quelqu'un qui était sorti d'ailleurs, en fait. Très bien, merci beaucoup. Yves, à toi, deux petites questions, Yves. Oui, moi, deux petites questions. Je ne sais pas, vous êtes parent? Non. Pas encore. Pas encore. Eh ben alors. Je ne sais pas si je dois dire pas encore. Parce que là, ça crée une sorte de linéarité. Il y a quelque chose d'attendu, quoi. Oui, peut-être qu'il y a un choix. Mais Ça non, va je de dois soi. Parce que, pas encore. non, maître, regardez. L'une de mes questions favorites, c'est surtout envers les gens qui sont parents et qui sont jeunes parents comme moi, c'est de savoir s'ils sont papa gâteau ou papa marteau. Alors, j'estime que vous êtes alors un tonton, et de toute façon, les tontons, ça gâte toujours les enfants, donc ça ne compte pas. Pas moyen de poser cette question. Ce qui est sûr, si vous voulez savoir le type de parent que je serai, je pense que je serai un papa très aimant, mais aussi je pense que je serai un papa qui sera là pour ses enfants pour leur apprendre les vraies valeurs de la vie, le travail, la discipline, l'humilité, le schéma, surtout le chemin de Dieu. Ça, c'est essentiel. Ça sauve. Mais qui sera là pour guider les enfants à chaque pas de leur vie. Je serai vraiment là pour eux. Mais avec beaucoup d'affection. Une affection incommensurable. Donc, alors il est entre le marteau et le gâteau. C'est équilibré. D'accord. Alors, la deuxième question qui est toujours un peu dans le même contexte, mais un peu plus sociologique. Moi, j'aime la musique congolaise et je trouve que la musique congolaise, c'est l'une des musiques qui se permettent de s'identifier avec une chanson en particulier. La vôtre, c'est laquelle, par exemple? Chanson en particulier? Oui. C'est une chanson que quand vous l'écoutez, vous vous dites... Ça dépend de ce que je ressens, ça dépend de beaucoup de choses. Si il y a de l'amour dans l'air, là, c'est peut-être Kofi, l'ancien Kofi, ça dépend. Mais après, je pense que j'ai des groupes particuliers que j'écoute en RDC ici. Je suis fan de OK Jazz. Les Cambodangana Papa. Je connais beaucoup de chansons d'Ok Jazz. Je pense justement c'est peut-être à cause de l'influence de là où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi à Limete et j'ai étudié à Massamba. Il y avait la maison de Luambo à la 13e. Donc, quand nous étions tout petits, savions que Luambo, Luambo avait habité là. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui est resté naturellement. Il y a Wenge Musica, il y a Kofi, il y a Papa Wemba. Donc, je pense, au niveau de mes goûts musicaux, je pense que je suis assez éclectique comme ça. Mais la musique, je dois dire quelque chose, je ne conçois pas ma vie sans musique. Dans les véhicules, partout où je suis, j'aime la musique. Je ne conçois pas ma vie sans musique. Mais après, ça dépend de mon ressenti. Une petite question liée avec ça, tout simplement. La chanson que vous écoutez quand vous êtes avec votre mère, c'est laquelle? Avec maman. Ah, mais maman est décédée en octobre. Paix à son âme, mais je ne sais pas, il y a une chanson que j'aimais beaucoup de Gato Bivins qui avait chanté pour sa maman. Je ne sais pas si vous connaissez. Maman, oui, je connais la chanson. Exactement. Au point où même je me disais, mais entre la chanson de Gato et la chanson de Papa Wemba Maman, je me disais, ah, mais bon, après, d'un point de vue musical, je pense que Papa Wemba est largement au-dessus. Mais la chanson de Gato Bivins avait beaucoup d'âme quand même. Oui, un autre monde à limiter.
Exactement, surtout qu'on était sur la même avenue. Moi, j'étais plus petit, mais Gato faisait son succès. Et puis, je pouvais dire à mes collègues de promo, de classe, à l'époque, ah, Ouais, hier, j'ai vu Gato Bivas. Ah, c'est faux, tu mens. Alors que Gato, voilà, je le voyais sur l'avenue. Mais ça me rappelle des choses. Donc, voilà un peu. Les deux chansons, peut-être. d'accord, Euh, d'accord. Wawemba Maman et puis Maman de Gato Bivas. Alors, Yves, tu as fait plus que deux questions. Alors, Maître, nous allons vous laisser seul pour le dernier exercice avant de vous donner le mot de la fin. C'est le miroir. Le miroir, donc c'est un monologue. Il n'y aura pas de questions après votre miroir. C'est nous, de nous parler. Disons, vous allez parler à vous-même. Donc, c'est Maître Chris qui parle à Maître Chris à la troisième personne pour parler de vos qualités, en premier lieu. Deuxièmement, de vos défauts. Et puis, troisièmement, les conseils que Maître Christ donne à Maître Christ. Alors, nous vous laissons seul pour cet exercice et puis nous allons revenir pour vous donner le mot de la fin que Patricia va vous donner. Et puis alors, ça sera la clôture de l'émission. Maître, miroir. Un exercice difficile. Chris, je sais que Dieu t'a donné beaucoup de qualités, mais je pense aussi que tu devrais améliorer certaines choses, notamment l'intolérance. Tu devrais abandonner l'intolérance, par exemple, à l'indiscipline, au manque de ponctualité, parce que tu dois savoir que nous sommes dans un contexte assez particulier. J'espère que tu pourras davantage cultiver l'humilité, tu pourras davantage cultiver la valeur du travail, la discipline, la rigueur aussi, selon le vœu de ta maman qui est partie, selon le vœu de ton père qui est encore en vie. J'espère que tu vas soutenir ta thèse de doctorat. Et aussi, j'espère que tu vas enseigner dans tes vieux jours, enseigner des petits-enfants. Tu vas réaliser ton rêve, enseigner le civisme à des petits-enfants dans un coin de la République, le Massissi par exemple, où tu vas passer ta retraite. Et j'espère que tu auras la capacité de te déployer, de te multiplier, de créer plusieurs personnes avec qui tu partages les mêmes valeurs, de sorte que ta vision ne disparaisse pas quand tu mourras un jour. Et je sais que Dieu sera avec toi. Je sais que Dieu est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Parce que tu es un fils de l'Alliance. Ton grand-père a servi Dieu. Et rien ne pourra t'arriver. Tu es invincible. Voilà. Merci beaucoup, Maître Chris Chemati. Merci. Merci. C'était très édifiant, en tout cas. C'était très intéressant. Ouais, un discours très rationnel, visionnaire. Merci pour votre confiance. Merci On va beaucoup. vous donner en tout cas le mot de la fin. Une dernière technique, Patricia. Oui, vas-y. S'il vous plaît, donnez à Maître déjà ma carte de visite, comme ça, quand il ne nous oublie pas. Alors, Maître Yves commence à être prudent. Hein? Alors, il dit que beaucoup de gens qui sont passés dans nos émissions et dans l'espace, se sont devenus des grands responsables après. Oui. Alors, il commence déjà à introduire. Pour être Il sincère. faut introduire d'avance. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a reçu. Il commence à être prudent avant. Il dit voilà, il faut déjà donner les dossiers. Padre, il y a une phrase à Bukavu qui dit garçon bec mon prévenant. Il faut devenir sage. Il dit, mais les gens là qui passent dans nos émissions, quand ils deviennent des ministres, c'est difficile à les atteindre. Alors, il faut déjà. Alors, ça, c'était de la blague, Yves. Merci pour ça. Patricia, dernier mot. Merci. Mais moi aussi, d'ailleurs, j'ai aucun doute que Maître Chris Chemati sera appelé à
Ah, les grandes à fonctions. avoir des grandes responsabilités parce que des personnes comme lui, on n'en a pas beaucoup au Congo, il faut se le dire. Hein. Et c'est c'est important de les placer aux bons endroits où ils peuvent déployer leurs capacités au maximum. Et en tout cas, je suis pour. Et je vais faire comme Yves, je vais aussi donner ma carte en avance, comme ça, on n'oublie pas, on m'oublie pas. Non. Je vais faire Merci. la même chose. Non, mais c'est des zones averties qui valent, qui vaut. Je vais faire la Voilà. même chose. Je vais vous donner ma carte aussi. Parce que je Merci. sais que, voilà, Merci. exactement. Donc, on va vous donner le dernier mot avant de clôturer, je pense. Hein. Comme ça, après, on donne la parole au Père Jean-Pierre pour pouvoir clôturer l'émission. Alors, si vous avez un mot de la fin pour nos invités, un conseil pour les jeunes ou comme vous voulez, en tout cas. Une Non, minute. mais merci de m'avoir donné la parole. Je suis désolé encore pour ma voix. Peut-être lors d'un prochain exercice, ma voix sera un peu plus audible, plus fluide. Euh, S'il y a des jeunes qui nous écoutent, je pense que le plus important dans cette vie, c'est d'arriver à croire en ses rêves, à être en mesure de ne jamais abandonner. Je vais vous dire une chose. Une fois, euh, il y a, ben, je peux me permettre de citer son nom. C'est une dame que j'ai fréquentée, qui m'aimait beaucoup, qui me donnait ses conseils. Maman Wivine Landou. Une fois, j'étais avec elle, on discutait et tout. Je lui avais fait part de, d'une vision que j'avais. Je voulais réaliser quelque chose. Mais après, j'étais vraiment à l'époque, hein, je parle d'il y a un peu plus de 10 ans, limité par rapport aux moyens. Je dis, mais bon, je ne sais pas atteindre ou matérialiser cette vision parce que je n'ai pas les moyens. Et maman Wivinland m'a regardé et elle m'a dit, Maître, si vous avez une vision, l'argent ne peut pas constituer un obstacle. Je vous assure que sur les coups, c'était, ah, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Comment tu peux matérialiser une vision sans argent? Aujourd'hui, je peux vous assurer, et Dieu me voit, mes collègues du cabinet le savent, j'ai mis en place ce cabinet et je n'avais pas d'argent. Comment? Un jour, je vais peut-être expliquer aux plus jeunes. Mais je pense que les jeunes doivent être en mesure de croire en eux, de ne jamais abandonner, de faire confiance en Dieu surtout. Nous sommes dans un pays laïque, mais je ne cache pas ma profession de foi. Faire confiance en Dieu, de beaucoup travailler. Et voilà, pour le reste, Dieu seul sait. Donc, ils doivent travailler dur, ils doivent vraiment croire en eux, surtout dans le contexte congolais. C'est important, c'est vraiment important. Il faut avoir une véritable force mentale, une véritable force morale, une véritable force psychologique et ne jamais régner ses valeurs. Jamais régner ses valeurs, ça c'est important. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui régnent leurs valeurs de base, leurs valeurs morales, mais l'expérience que j'ai m'a permis de comprendre que dans un milieu ouvert, complexe, multiculturel, si tu arrives à affirmer tes valeurs sans étouffer les valeurs de l'autre, on te respecte. On respecte les gens qui ont de la personnalité. Et les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent être fiers de leur éducation, fiers de leur instruction et s'améliorer chaque jour s'améliorer, être à l'écoute, accepter la contradiction. Donc je pense qu'il y a des valeurs de base comme ça qui permettent à quelqu'un d'évoluer dans le monde. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Christian Mati. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Père Jean-Pierre? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, hein, encore une fois, à Maître Chris Chemassi.
Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes. C'était un plaisir, en tout cas, de vous retrouver pour la première fois au cours de cette année 2026. Je crois que nous allons nous retrouver souvent, comme d'habitude, avec peut-être des nouveautés aussi, puisque nous sommes dans une année nouvelle, mais toujours sur les mêmes bases de dialogue. Et c'est très important. Quand il n'y a pas de dialogue dans la vie, cela entraîne des guerres et des incompréhensions inutiles. Merci pour ce dialogue avec Maître Christ. Je suppose et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci encore une fois à l'équipe, donc Patricia, merci, encore bonne année. Yves, merci encore bonne année. Nous faisons aussi un petit coucou à l'autre membre de l'équipe qui n'est pas là, c'est le professeur Shango qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On espère le retrouver prochainement, peut-être déjà le vendredi prochain pour une autre édition. Et cette émission sera rediffusée demain au cours de la journée et pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Et nous allons même le faire aussi sur X, puisqu'aujourd'hui on était exclusivement sur disons, notre chaîne YouTube et puis aussi sur Instagram et Facebook. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée Maître Christ et de prendre surtout un petit verre de jus de citron pour récupérer la voix. Sinon, demain, vous risquez de ne pas travailler. Si vous devez défendre quelqu'un demain, ça sera tout un problème. En tout cas, encore une fois, Maître, pour cette disponibilité. Et ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, une bonne soirée. Les autres qui doivent encore parcourir leur journée, bon après-midi. Et ceux qui sont dans l'autre côté du soleil levant, une bonne journée qui commence. Et nous serons heureux de vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.